qu'on voit comment sont traités les immigrés pauvres, on est obligé de dire quelque chose du point de vue de la dignité humaine. Mais soyez honnêtes avec moi, soyons tous honnêtes, quand maintenant on va dans les sociétés majoritairement musulmanes, quand elles sont riches ou quand elles sont pauvres, toute l'Afrique du Nord, les pétromonarchies, quand vous êtes un immigré, pakistanais, philippin, bangladeshi, la façon dont vous êtes traité, la façon indigne dont vous êtes traité, et nous on viendrait dire l'islam a des objectifs supérieurs et on accepterait ça. Ah non, ça il faut le réformer de suite. On ne peut pas venir ici dire aux gens vous maltraitez les immigrés et se taire. Moi j'ai vu des gens qui étaient... Mais de façon, c'est immonde, c'est inacceptable. Et donc d'un point de vue islamique, si on doit réformer, c'est aussi de parler de ça, de pouvoir parler de ces réalités-là. Et ça veut dire aussi, dans certaines situations, l'islam, encore une fois, même sur des questions très très concrètes dans la communauté par rapport aux femmes, l'islam est un processus de libération et d'autonomisation. Les musulmans ne sont pas à la hauteur des enseignements islamiques sur cette question. C'est pas vrai que nous faisons ce qu'il y a à faire, et on doit travailler davantage dans ces lieux ici, mais dans les sociétés majoritairement musulmanes de la même façon. Donc, 1, sur le plan intime, 2, sur le plan individuel, 3, sur le plan de la société, il y a un travail à faire, et puis sur les relations internationales. On doit avoir des objectifs supérieurs, c'est ce que j'appelle l'éthique appliquée islamique, c'est-à-dire sur les relations internationales. Qu'est-ce qu'il faut dire? Que toute situation de colonisation est inacceptable. Quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit la colonisation c'est parfois bien, ça n'est parfois bien que pour ceux qui sont les maîtres. La colonisation c'est non. En islam on est autonome et on doit devenir sujet de son histoire. Donc toutes les colonisations, raison pour laquelle il faut développer aussi une éthique des relations internationales. Mais ça aussi c'est nécessaire et très très important, parce que c'est là où vous êtes fort aujourd'hui sur le plan du discours éthique par rapport à Israël. C'est ça aussi, c'est une politique qui ne respecte aucun critère éthique, aucun critère des normes internationales. Et ça, il faut le dire et le répéter. Donc si vous voulez, ce 3e chapitre du livre donne un cadre avec une nouvelle conjugaison de ces objectifs, en disant les 6 que nous avions ne suffisent pas. Et je termine, et ça sera peut-être l'objet de notre discussion, en vous disant il y a des chantiers. Alors, la moitié du livre, ce sont des cas d'études. Donc la première partie, je le dis dans l'introduction, je dis aux frères, aux sœurs et à tous les lecteurs, parce que c'est aussi étudié par des non-musulmans, je dis, si vous ne voulez pas de choses trop techniques, trop difficiles, vous passez à la 2e partie où c'est plus contemporain, c'est nos situations contemporaines. Et là, j'aborde des situations très très concrètes. La première, c'est par exemple tout ce qui concerne la médecine, en disant dans ce domaine-là, c'est là où nous avons fait un grand effort, parce que il s'agit de vie et de mort, et dans ce domaine-là, il y a des choses très très intéressantes, mais il y a encore des choses qui manquent. On doit travailler encore davantage. Il y a un deuxième domaine sur lequel on doit beaucoup travailler, effectivement, et dont je parle dans le texte, c'est toute la question de l'écologie et de l'économie. Je répétais aux personnes qui sont venues écouter la conférence hier qu'il y a 3-4 jours, on a reçu à Oxford le prince Charles, qui est venu faire une conférence sur islam et écologie, ou environnement, islam et environnement. Il a fait un exposé magistral, en essayant d'expliquer la substance, l'enseignement interne de l'islam sur toute la question de l'environnement. Mais il n'a pas simplement pris les hadiths qui parlaient de ne pas gaspiller l'eau et tout ça. Il est allé très très profondément en disant... Le rapport de paix avec l'environnement passe en islam par salam et nafs. C'est le même travail. Parce qu'il y a 2 livres en islam, le livre révélé et le livre créé. Il y a 2 rapports de nafs, c'est-à-dire la justice intérieure. Vous savez, c'est exactement ça ce qui est dit. Allahumma zalamna anfusana. On a été injuste avec nous-mêmes, et on est injuste avec l'autre, et on est injuste avec la nature. Cette injustice, et le dhulm, il est nafsi, c'est-à-dire il est à l'intérieur, mais il est aussi al-khalq, c'est-à-dire il est aussi par tout ce qui est le créé. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes fondamentalement. Et nous, d'un point de vue islamique, quel est notre rapport? Quelle est notre contribution aujourd'hui à la lutte pour le respect de l'environnement? C'est comme si ça ne nous intéressait pas. C'est comme si c'était pas nous, ça ne nous intéressait pas. Alors, dans le monde majoritairement musulman, vous parlez avec des gens et disent oui, non mais tu sais, nous on a d'autres problèmes que ça. Non, on doit respecter la création dans notre consommation, on doit respecter les animaux, on doit respecter la création vivante. Et donc de ce point de vue-là, l'économie aussi est éthique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une réforme de l'adaptation en économie.
Raison pour laquelle moi je ne parle pas d'économie islamique, je parle d'éthique islamique en économie, d'éthique islamique en finance. Parce qu'il n'y a pas une économie particulière, les règles de l'économie sont connues. On a une éthique, on a des objectifs en économie, servir les hommes. C'est que l'économie soit au service des hommes et pas les hommes au service de l'économie. Donc il faut penser l'économie différemment. Donc comment on fait ? Comment est-ce qu'on va s'engager par rapport à cela ? Ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes pour nous tous. Et je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les musulmans, j'ai entendu avec la crise, peut-être certains d'entre vous, je suis très critique par rapport à ce qu'on nous propose comme l'économie islamique alternative. En fait, c'est pas vrai, c'est exactement la question de l'adaptation. Vous allez aujourd'hui dans des grandes banques. Il en existe des banques en Suisse, il existe des banques en Angleterre. La plus grande banque du monde, HSBC aujourd'hui, a tout un département de transactions islamiques. Et moi j'ai vu des frères qui m'ont dit, t'as vu, ils ont compris que l'islam avait une solution. Elle dit, je suis pas sûr qu'on est d'accord là-dessus. Moi j'ai plutôt l'impression qu'ils ont compris qu'il y avait un marché. Pourquoi ? Parce qu'en... C'est la fin des cours. Alhamdulillah. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On a des transactions financières. Alors évidemment, il y a certaines techniques où on présente des techniques plus islamiques. El musharaka, el mudaraba, tout ça. D'accord ? Ce sont des techniques. Mais au bout du compte, c'est à l'intérieur du système global dont tout le monde dit il est haram. Le système global, c'est de la spéculation, c'est de l'intérêt. Vous pouvez avoir aucune transaction qui ne soit pas basée là-dessus. Donc on dit c'est haram. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire ce que disent les économistes, on va faire une window of halal. C'est-à-dire, on va faire une fenêtre halal dans un océan de haram. Et c'est ça qui se passe. Je dis, tu vas dans la banque, tout le système, il n'est pas islamique, mais là, ce guichet-là, halal. Parce que la transaction, elle est halal. Alors, moi, je veux bien ça comme première étape, mais si on arrête là, on est mort. Pourquoi ? Parce que c'est parce que vous avez fait une fenêtre de halal que vous avez confirmé la maison du haram. Vous comprenez ? Quand vous vous adaptez, vous confirmez ce à quoi vous vous adaptez. C'est-à-dire que vous confirmez le système général. C'est grave. C'est-à-dire que vous commencez à faire des techniques internes et les gens, ils ont bien compris. En Égypte, il y avait des gens qui avaient lancé des campagnes d'investissement de halal, d'investissement halal, et puis les musulmans, dès que tu mets finance islamique, allez, yallah, ils vont même pas vérifier. Et il y en a un qui a compris, c'était un juif et un chrétien, ils ont dit on va faire ça. Ils ont fait une compagnie d'investissement islamique tenue par un chrétien et un juif, et ils se sont lancés là-dedans. Et les gens ont commencé à mettre de l'argent, et puis, en fait, ils s'est aperçu que le phénomène mode a pris dans un premier temps, puis ensuite tout est tombé à l'eau. Mais le problème pour moi, il n'est pas celui-ci, le problème c'est la philosophie qu'elle a derrière. Est-ce que nous sommes là pour nous confirmer, pour nous adapter à l'ordre, ou est-ce qu'on est là pour le réformer ? Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'éthique islamique en économie, elle pose des vraies questions à l'économie. Mais un savant du texte, il ne peut pas faire ça. Il nous faut des économistes. Il faut des gens qui ont la vue longue. Je vais vous dire une chose. À la Banque mondiale, l'une des institutions de Bretton Woods, qui a été fondée après la Deuxième Guerre mondiale et qui a les meilleurs économistes au monde, parmi le haut du staff, vous avez 8 personnes qui sont de confession musulmane. Dans leur domaine, ils sont des experts. Mais jamais personne ne leur pose de questions par rapport à leurs références musulmanes. Et en plus, on ne leur demande pas d'être pratiquants, mais qu'ils nous disent comment ça fonctionne. Et même si tu n'es pas musulman, vous, franchement, vous allez à l'hôpital, et on vous dit on a 2 médecins. Ce soir, de garde, il y a 2 médecins. Il y en a un, Masha'Allah. Moutadayyeni, prie, il fait tahajjud tous les soirs. Mais c'est pas vraiment son domaine, là, ton problème. Il n'est pas spécialisé là. L'autre, il ne prie pas. Il croit même pas en Dieu. Mais là, c'est un expert. Quel médecin tu vas ? Tu dis Bismillah, tu vas vers celui qui comprend rien. Tu vas aller vers le compétent, non ? Évidemment. J'ai dit, c'est pas sa prière qui va le sauver, c'est ses compétences, tant qu'il a la compétence. C'est normal d'être... Ça c'est... mentir, c'est la logique.
Eh bien, dans le monde de l'économie, il faut ça. Il faut des gens qui connaissent ceci. Il ne faut pas dire Bismillah, on va réformer, et puis il faut de la compétence. L'islam se base sur la connaissance. Donc, je termine en disant, là, c'est un des domaines sur lesquels j'ai travaillé, l'écologie et l'économie, les femmes, parce qu'on a un vrai problème aujourd'hui. On a un problème dans la lecture des textes, mais aussi des finalités. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend. On a deux grands problèmes par rapport à la question féminine. Aujourd'hui, on a des gens qui lisent les textes et qui confondent les textes avec la culture dans laquelle ils se trouvent. Ils ont des lectures culturelles. C'est ce que j'appelle des lectures de projection. Si je demande à n'importe lequel d'entre vous, vous connaissez Tabari. Et Tabari est un savant musulman que nous respectons. Je vais vous donner des textes et des pages qui sont liés aux commentaires de Tabari sur comment on traite une femme quand elle a désobéi. Et je vais vous dire maintenant, vous le traduisez en français, vous le lisez à haute voix devant les gens. Mais parce qu'il est arabe, il est de la culture, il est de la culture patriarcale et machiste. Il est de son temps. On ne peut pas reprendre ça et l'adapter comme ça maintenant. Les textes islamiques ne confirment pas ça. Lui, il a eu une projection culturelle sur un texte éternel. Nous, ce qu'on doit faire, c'est revenir au texte éternel pour contester les projections culturelles. Parce que tout ce qu'il y a d'Algérien en vous, de Marocains en vous, un peu d'Égyptiens en vous, de Pakistanais ou de Turcs en vous, c'est pas l'islam. C'est pas forcément l'islam, c'est turc, pakistanais, algérien, et il se peut bien que l'islam vous demande de revoir vos attitudes algériennes, marocaines, égyptiennes. Il se pourrait même qu'il y ait chez vos concitoyens suisses ici, culturellement, des choses qui soient plus islamiques que ce que vous faites vous. Parce que dans les cultures de ceux qu'on rencontre, il y a des choses qui sont plus proches de nos principes. Et il faut prendre de tout le monde. Il faut prendre de tout le monde. Quand les Suisses vous rappellent que quand vous êtes dans la mosquée ou quand vous êtes dans la rue, il y a quelque chose qui s'appelle la distinction, la grâce, l'élégance et la galanterie. Il ne vous rappelle pas quelque chose de nouveau, il vous rappelle ce que le prophète était. Il était galant. Il était galant, il laissait les femmes sortir d'abord. Il était galant. Mais nous, on est tellement algériens, marocains, égyptiens, pakistanais et turcs qu'on a oublié la galanterie, on dit l'islam al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. On n'a même pas compris le texte et on a projeté. Un des problèmes. Deuxième problème, c'est le problème de la réduction des textes, c'est-à-dire la lecture littéraliste. On prend un texte et on dit c'est marqué, je le fais. Et ça, c'est oublier tout le message. Parce que le meilleur des messages, au-delà de ce verset, c'est le prophète qui n'a jamais frappé une femme. Au sens de la frapper, de battre dans la violence. L'expression d'une colère comme ceci, il l'a eu, mais la violence, il l'a. Non. Donc vous voyez ce que je veux dire? Ici, on doit aussi faire ce travail. Donc on a besoin de femmes qui soient des expertes des textes, mais qui puissent aussi parler de la réalité concrète de leur quotidien et qui puissent participer à ça. Sur le plan social aussi, sur le plan sur le plan social, sur le plan de l'éducation, parce que ça c'est aussi un domaine. Donc la deuxième partie de l'ouvrage, ça ce sont des chantiers. Alors, un mot pour conclure vraiment, c'est que ce pourquoi je viens dans des rencontres comme celle-ci, la première des choses, c'est effectivement que vous compreniez bien de là où je me situe dans le travail. Hein, pas que vous ayez une idée, oui, c'est la réforme de l'islam et il veut occidentaliser l'islam. D'abord, ce que je suis en train de vous dire n'a rien à voir avec l'Occident, c'est les musulmans contemporains vis-à-vis des défis d'aujourd'hui. Oui, ici ou partout. Quand je me suis posé avec 35 savants à Tétouan et qu'on a eu une discussion au Maroc autour de la question même des hudud et de leur application, on ne parlait pas de l'Occident, on parlait de l'islam aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on fait quand on est ceci? Ça ne sert à rien de penser qu'on est fidèle parce qu'on affirme des choses qu'on ne peut même pas appliquer. La fidélité, c'est aussi la pondération, la pudeur et en même temps l'évolution de la pensée. Parce que ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de fidélité au texte sans évolution de la pensée. Donc, premier élément, c'est de venir traduire avec vous, de dire voilà ce que je ne dis pas et voilà les thèses fondamentales. Ça, c'est la deuxième des choses que j'aimerais, c'est pour vous qui êtes ici un dimanche après-midi dans ce lieu, dans cette mosquée, de prendre votre part de responsabilité aussi. Votre part de responsabilité au niveau local, c'est de dire
Vous n'avez peut-être pas les réponses à tout, mais vous avez des domaines dans lesquels vous avez des compétences et que vous devez alimenter la communauté de vos compétences. N'allez pas donner vos compétences à l'extérieur et ne rien amener à la communauté. Il y a des frères qui travaillent dans différents domaines. Ah oui, il y a un autre domaine, par exemple, sur lequel j'ai beaucoup insisté dans le livre, c'est l'art et le divertissement, parce que c'est très important. Vous êtes dans une société, internationalement une société. Vous savez, Umberto Eco, l'écrivain italien, dit nous sommes 1 sur le plan intime, 2 sur le plan individuel, 3 sur le plan de la société, il y a un travail à faire, et puis sur les relations internationales. On doit avoir des objectifs supérieurs, c'est ce que j'appelle l'éthique appliquée islamique, c'est-à-dire sur les relations internationales. Qu'est-ce qu'il faut dire? Que toute situation de colonisation est inacceptable. Quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit la colonisation c'est parfois bien, ça n'est parfois bien que pour ceux qui sont les maîtres. La colonisation c'est non. En islam on est autonome et on doit devenir sujet de son histoire. Donc toutes les colonisations, raison pour laquelle il faut développer aussi une éthique des relations internationales. Mais ça aussi, c'est nécessaire et très très important. Parce que c'est là où vous êtes fort aujourd'hui sur le plan du discours éthique par rapport à Israël. C'est ça aussi, c'est une politique qui ne respecte aucun critère éthique, aucun critère des normes internationales. Et ça, il faut le dire et le répéter. Donc si vous voulez, ce 3e chapitre du livre donne un cadre avec une nouvelle conjugaison de ces objectifs, en disant les 6 que nous avions ne suffisent pas. Et je termine, et ça sera peut-être l'objet de notre discussion, en vous disant qu'on voit comment sont traités les immigrés pauvres, on est obligé de dire quelque chose du point de vue de la dignité humaine, mais soyez honnêtes avec moi, soyons tous honnêtes, quand maintenant on va dans les sociétés majoritairement musulmanes, quand elles sont riches ou quand elles sont pauvres, toute l'Afrique du Nord, les pétromonarchies, quand vous êtes un immigré, pakistanais, philippin, bangladeshi, la façon dont vous êtes traité, la façon indigne dont vous êtes traité, et nous on viendrait dire l'islam a des objectifs supérieurs et on accepterait ça. Ah non, ça il faut le réformer de suite. On ne peut pas venir ici dire aux gens vous maltraitez les immigrés et se taire. Moi j'ai vu des gens qui étaient de façon, c'est immonde, c'est inacceptable. Et donc d'un point de vue islamique, si on doit réformer, c'est aussi de parler de ça, de pouvoir parler de ces réalités-là. Et ça veut dire aussi, dans certaines situations, l'islam, encore une fois, même sur des questions très très concrètes dans la communauté par rapport aux femmes, l'islam est un processus de libération et d'autonomisation. Les musulmans ne sont pas à la hauteur des enseignements islamiques sur cette question. C'est pas vrai que nous faisons ce qu'il y a à faire et on doit travailler davantage dans ces lieux ici, mais dans les sociétés majoritairement musulmanes de la même façon. Donc il y a des chantiers. Alors, la moitié du livre, ce sont des cas d'études. Donc la première partie, je le dis dans l'introduction, je dis aux frères, aux sœurs et à tous les lecteurs, parce que c'est aussi étudié par des non-musulmans, je dis, si vous ne voulez pas de choses trop techniques, trop difficiles, vous passez à la deuxième partie où c'est plus contemporain, c'est nos situations contemporaines. Et là, j'aborde des situations très très concrètes. La première, c'est par exemple tout ce qui concerne la médecine en disant dans ce domaine-là, c'est là où nous avons fait un grand effort parce que il s'agit de vie et de mort et dans ce domaine-là, il y a des choses très très importantes.